Bonjour, chers followers. Bonjour et merci d'être avec nous de nouveau sur notre chaîne. J'espère que vous continuez à être des nôtres sur nos réseaux, sur YouTube. Si vous avez aimé les précédentes vidéos, n'hésitez pas surtout à cliquer sur le pouce juste en bas de cette vidéo. Alors, également, nous sommes présents sur LinkedIn. Vous pouvez aller sur Afrique en devenir sur le réseau social LinkedIn, très intéressant. On y a également publié l'article de notre précédent débat avec l'expert M. Jean-Paul Ajacan. Alors aujourd'hui, c'est la 3e édition des débats de l'Afrique en devenir. L'objectif de ces débats, c'est de construire la pensée africaine, d'apporter la contribution de la jeunesse africaine autour des débats qui la concernent. Et pour ça, nous avons un expert qui a l'habitude d'intervenir dans nos débats, M. Jean Kofi. M. Jean Kofi, bonjour. Bonjour Chamberlain. Bonjour, alors je rappelle simplement que M. Jean Kofi est PhD candidate en sciences politiques à l'université Mohamed V. Il est également le représentant de l'association Afrique en devenir au Maroc, pays dans lequel il réside. Donc aujourd'hui, avec M. Jean Kofi, il a bien voulu nous entretenir sur un thème, la justice transitionnelle en Afrique. C'est un thème plutôt particulièrement poignant au regard du débat démocratique en Afrique. Et nous sommes particulièrement ravis de devoir l'écouter. Et je précise que son article sera également mis en ligne sur nos réseaux sociaux. Donc, après avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à y faire un tour, à lire. C'est un article très pertinent qui parle des expériences, des perspectives et de la cohésion sociale optimale de cette justice transitionnelle en Afrique. Avant d'entrer dans les vifs de nos débats habituels, je vais faire le petit tour d'horizon des experts qui vont échanger avec nous. On a le docteur Koya, qui est donc le président de l'association Afrique en devenir. On a également notre expert précédent, M. Jean-Paul Ajacan, qui est donc, je rappelle, doctorant en sciences politiques, en droit international à l'Université de Paris, voilà, j'allais dire. Et on a notre expert informaticien, ingénieur, M. Moïse Quadio, habituellement avec nous, également autour des débats. Nous l'aurons durant ce débat matinal, ce débat très, très attendu. Alors, M. Jean Kofi, je reviens vers vous. Voilà, sur la thématique du jour. Alors, je vais vous laisser faites-nous une introduction assez générique, simple, sur ce qu'est la justice transitionnelle. Très bien. D'entrée, je tiens à vous remercier, à te remercier Chamberlain, à remercier les différents experts et membres des débats de l'Afrique en devenir pour l'honneur que vous me faites de pouvoir esquisser quelques propos sur un sujet assez intéressant, notamment celui de la justice transitionnelle. Sous un prisme africain, il faut savoir que la justice transitionnelle est présente dans toutes les sociétés existentielles. Il n'y a pas que le continent africain qui a été en proie aux violations massives des droits de l'homme. Nous avons l'Asie, notamment avec le Cambodge. Nous avons l'Europe en 98. Il y a ce qu'on appelle la guerre des 6 jours en Géorgie qui était une occasion pour violer massivement les droits de l'homme. Nous avons l'Amérique latine qui est également un modèle, un guide assez important en matière de justice transitionnelle. Pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de ce sujet? Tout simplement parce qu'il est d'actualité. Et je pense que pour moi, il est évident de le mettre en évidence, de sorte à permettre aux processus émergents ou même aux processus fondamentaux de pouvoir s'inspirer des différents arsenaux juridiques mis en place par l'Union africaine, de sorte à remédier à ces violations massives. Évidemment, nous, en tant qu'experts, en tant que chercheurs, nous avons tous connaissance, nous avons tous des prérequis en matière de justice transitionnelle. Mais nous ne sommes pas seuls parce que nous avons des internautes qui nous suivent. Donc, il me semble approprié, judicieux, d'esquisser et de définir le contexte même général de la justice transitionnelle et évidemment mettre en évidence les mécanismes sur lesquels elle repose. Et justement aussi parler des différents processus africains en termes de justice transitionnelle, évoquer les limites et suggérer éventuellement des solutions qui d'ailleurs ont déjà été élaborées par le Club des sages de l'Union africaine. Alors, je ne serai pas prolixe parce que je ne suis pas très verbeux, mais également, conformément au temps qui nous est imparti, je serai assez laconique, j'irai droit au but. De toute évidence, à l'issue de mon allocution, je vous ferai part
plusieurs ouvrages qui pourraient justement vous intéresser et vous aider à approfondir votre connaissance dans le domaine. Donc, pour faire plus simple et pour être un peu rapide, la justice transitionnelle, c'est quoi? La justice transitionnelle, c'est un moyen pour les États qui ont connu des crises, des guerres civiles, à faire la lumière sur le passé, à établir du moins les faits, prendre en compte les victimes, mettre en place des mesures de sorte à prévenir à l'avenir ce genre de violation massive des droits de l'homme, mais également punir les responsables de ces crimes, mais et aussi faire en sorte que cela ne se produise plus jamais. En Afrique, nous sommes tous, nous le savons tous, nous le savons tous. Depuis les années 60, depuis les années 90 et même les années 2000, ont été l'occasion pour des sociétés de perpétrer massivement des violations des droits de l'homme. On peut citer l'exemple de la Côte d'Ivoire qui est tout à fait récent, en 2002, même plus récemment en 2010, après la crise post-électorale. Il y a eu pratiquement plus de 3000 morts, il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme. Donc, ça constitue également un champ pour la justice transitionnelle. Nous avons le Mozambique, le Zimbabwe, nous avons même le Togo en 2005. À la mort de Yassine Adema, il y a eu des élections présidentielles en avril 2005 qui ont suscité pas mal de violations des droits de l'homme par le truchement des guerres civiles. Donc, c'est toute une panoplie d'expériences qui nécessitent l'apport de la justice transitionnelle pour permettre aux sociétés en question de pouvoir aller de l'avant. Donc, la justice transitionnelle, pour faire plus simple, c'est les moyens, les mécanismes mis en place par les différents États qui ont connu des crises sociopolitiques, de sorte à prévenir à l'avenir ce genre de situation et surtout d'indemniser les personnes qui ont été victimes. Et cette justice transitionnelle ne peut se réaliser qu'en prenant en considération ces éléments fondamentaux, à savoir ces mécanismes ou ces piliers. Elle repose essentiellement sur 4 piliers, notamment le droit de savoir. Le droit de savoir, le droit à la justice, le droit à la réparation et le droit aux garanties de non-répétition. Le droit de savoir, c'est quoi? C'est justement faire la lumière sur les causes endogènes et exogènes de cette crise, de ces guerres civiles-là. Parce qu'on ne peut pas établir une justice sans au préalable définir, sans au préalable relater les faits. Donc, c'est sur cette base qu'on pourra justement situer les responsabilités, prendre des mesures rétributives et des mesures pour permettre à ce que ces insurrections ne se reproduisent plus jamais. Donc, aucun État ne peut justement ostraciser l'un des piliers de cette justice transitionnelle. Pourquoi? Parce que ce serait biaiser même l'essence même de cette justice-là. Donc, cette justice repose sur 4 piliers qui servent de base, qui servent de phénomène catalyseur aux États, de sorte à atteindre en quelque sorte l'idéal de justice transitionnelle. Alors, voilà. En dehors de cet aspect, il y a plusieurs arsenaux, du moins ce dispositif juridique que l'Union africaine a mis en place qui permettent justement aux États de promouvoir et de garantir les droits humains. D'accord, ok, merci beaucoup. Merci pour cette introduction qui nous permet de comprendre brièvement ce qu'est la justice transitionnelle, son importance dans le cadre africain qui est le nôtre. Il faut dire que l'Afrique, ces dernières années, a effectivement été le théâtre de beaucoup de conflits, de beaucoup de crises démocratiques. Et effectivement, c'est un cadrage qui répond aux besoins de justice dans nos pays africains. Alors, on va poursuivre progressivement notre échange et on va maintenir cette interaction, j'allais dire, avec nos différents experts présents en ligne. Monsieur Jean Kofi, merci donc pour votre introduction. J'ai une petite question justement, parlons des mécanismes de la justice transitionnelle. Vous avez évoqué les 4 piliers de cette justice transitionnelle, le droit de savoir. Le droit de savoir pour qui? Très bien. Alors, le droit de savoir, c'est un droit qui consiste à établir des commissions de vérité, des commissions d'enquête. Parce que la justice transitionnelle, comme je le disais tantôt, ne concerne pas les États qui sont toujours en situation de crise, d'accord? Parce que c'est le passage d'un état de guerre à un état de paix. Le but de cette justice, c'est redorer le blason de la démocratie
et de consolider les acquis en termes de l'état de droit. Donc là, quand on parle de justice traditionnelle, cela suppose d'entrer au préalable qu'il y a eu des exactions massives, il y a eu des violations massives des droits de l'homme, d'accord? Et que l'État décide de passer d'un état de guerre à un état de paix. Nous sommes dans une situation transitionnelle, nous sommes dans une situation de transition. Donc là, primo, il faut définir, il faut établir les faits. Qu'est-ce qui a suscité, qu'est-ce qui a engendré justement cette violation massive des droits de l'homme? Tant qu'il n'y a pas de vérité, tant qu'il n'y a pas comment dirais-je, tant qu'il n'y a pas une exaltation des faits, on ne pourra pas justement mettre en place des mesures pour endiguer, ou du moins prévenir toutes ces insuffisances-là, toutes ces insurrections. Donc, le droit de savoir concerne non seulement la population, parce que la population doit savoir ce qui s'est passé, le peuple doit savoir, les victimes doivent également savoir. Il y a des gens qui... Donc, le droit de savoir pour la population et pour les victimes. Tout à fait. Bon, parmi la population, il y a des victimes, mais également pour les générations à venir, de sorte qu'elles puissent prendre leurs dispositions pour ne pas retomber dans ces mêmes typitudes, ces mêmes insuffisances-là. D'accord. Le deuxième pilier, vous avez évoqué le droit à la justice. Oui, le droit à la justice, c'est l'un des piliers essentiels. Une fois que la vérité est établie, il faut justement responsabiliser. Il faudrait imputer les actions aux différents responsables. Parce que l'acte constitutif de l'Union africaine, dans son article 4, sacralise la vie humaine. Et du moment où la vie humaine est sacralisée et que l'impunité est rejetée, il faudrait effectivement que les auteurs des violations massives, ou du moins les commanditaires, subissent du moins leurs actions. Il faudrait qu'ils soient pénalement ou matériellement poursuivis. Donc, le droit à la justice, dans le cas de la justice transitionnelle, est une justice rétributive et réparatrice. D'accord. Ok. Vous avez également évoqué un point qui m'a semblé particulièrement pertinent sur ces piliers. Dans votre article, vous parlez du droit à la réparation. C'est un aspect, à mon sens, à mon avis, aussi très important parce que dans ces conflits, il y a souvent beaucoup de revendications qui ressortent et c'est l'un des piliers, je pense, à mon sens, qui certainement est un pilier majeur dans les débats sur la justice traditionnelle. Tout à fait, tout à fait. Il faut le dire, les 4 piliers sont majeurs, les 4 piliers sont essentiels. Et le droit à la réparation, va de soi, c'est la moindre des choses. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas demandé à vivre ce genre de situation, notamment les insurrections. Prenons un exemple très simple parce que j'aime illustrer ce genre de thème avec des idées précises. Moi, je suis un citoyen lambda, je ne demande que la paix, d'accord? Et à la suite de manigances d'intérêts politiques quelconques, naît une guerre civile. Et lors des différents affrontements, il y a des chars de bombes qui s'abattent sur ma maison. Moi, je n'ai rien demandé. Je n'ai pas demandé justement à être victime de ce genre de situation. Évidemment, il faudra me dédommager, il faudra réparer le préjudice subi. Et c'est en ce sens que le droit à la réparation prend tout son sens. Et comme on ne peut pas poursuivre massivement tous les auteurs, tous les commanditaires des exactions, des violations des droits de l'homme, l'État au moins met en place des moyens, des mécanismes de réparation pour moduler en quelque sorte le préjudice subi par ces personnes-là. Et c'est en ce sens que c'est très important comme pilier de la justice traditionnelle. Et si je peux me le permettre, le général chilien Augusto Pinochet s'était rué sur cette notion de réparation pour essayer de flatter ou du moins d'amoindrir les ressentis, les préjudices du peuple chilien dans les années 1973, 1974, 1975. Donc, pour faire plus simple, c'est un pilier effectivement majeur qui n'aura de sens que sur la base du droit de savoir, notamment par les commissions de vérité et les commissions d'enquête. D'accord. Et concernant le droit des garanties de non-répétition, qu'est-ce qu'il en est? Les garanties de non-répétition sont également essentielles parce qu'il ne sert à rien de mettre en place des mesures qui ne sont pas pertinentes et qui suscitent la rémanence ou la résurgence de toutes ces insurrections. Prenons un exemple très simple avec la situation actuelle. Les États ont pris toutes les dispositions nécessaires pour juguler, pour endiguer en quelque sorte le COVID-19, d'accord? Et cela a suscité en quelque sorte une privation nécessaire des libertés individuelles. Nous avons tous été confinés plus de 2-3 mois, d'accord? Alors, imaginons que malgré, nonobstant ces mesures prises,
il y a cette rémanence du Covid-19. Ou du moins, malgré les mesures prises, certaines personnes ne respectent pas ces mesures barrières, ne respectent pas ces mesures gouvernementales et qu'il y a résurgence de ce virus. À quoi aurait servi la nécessité, à quoi auraient servi toutes ces mesures qui ont été prises? Absolument rien. Donc, il faut justement mettre en place tous les moyens nécessaires pour ne pas permettre, ou du moins pour prévenir la résurgence de toutes ces violations. D'autant plus que toutes les constitutions existentielles consacrent et sacralisent le droit à la vie humaine. D'accord? Et lorsque nous sommes dans une situation de crise, de guerre civile, il y a une violation massive des droits de l'homme. Et les États ont pour mission, pour objectif, de mettre en place des mesures essentielles pour ne pas que ce genre de situation se reproduise. Et c'est d'ailleurs ce qui a incité l'Union africaine, notamment par la création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, notamment par le protocole de Malabo, Malabo du moins, le protocole comment dirais-je, le protocole de la Guinée-Bissau également, pour permettre que ces droits soient manifestes et que ces genres de situations ne se reproduisent à l'avenir. Donc, ces 4 piliers sont effectivement très essentiels. D'accord, merci beaucoup pour l'évocation de ces piliers. Ça permet en tout cas qu'on comprenne davantage sur quoi repose la justice transitionnelle et vous évoquez des exemples voilà, pertinents sur les questions. Alors, pour revenir à ce qui concerne l'Afrique, concrètement, le cadre légal législatif, enfin, le cadre législatif de la justice transitionnelle en Afrique. Vous avez évoqué tout à l'heure la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Est-ce le cadre législatif de cette justice transitionnelle en Afrique? Tout à fait. Le cadre législatif, les textes juridiques sont foisons à la matière. Mais je ne me suis focalisé que sur ce qui me paraît assez pertinent, parce que l'Union africaine est en quelque sorte le garant de la sécurité. Et d'ailleurs, l'acte constitutif prévoit dans ses dispositions que voilà, le but essentiel de cette union, c'est de promouvoir la paix et la sécurité du peuple africain, d'accord? Des Africains. Donc, elle constitue cette structure, ce mécanisme juridique constitue en quelque sorte l'une des bases même de cette justice traditionnelle. Donc, il y a effectivement la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui a été adoptée lors de la 18e session de conférence des chefs d'État et du gouvernement. Que dit la Charte à ce sujet, justement? Que dit la Charte africaine? Alors, lorsqu'on se réfère à cette charte, notamment l'article 22, depuis l'article 22 à l'article 25, il y a une consécration essentielle des droits de l'homme, d'accord? Et ces articles, allant de l'article 22 à l'article 25, nous voyons de manière ostensible, de manière ostentatoire, qu'il est formellement interdit de perpétrer des actions qui ont tendance à violer les droits de l'homme. Donc, pour moi, ça constitue une base assez solide sur lesquelles les États pourraient s'appuyer pour justement éviter cette promitide en termes de violation des droits de l'homme. Vous évoquez également le protocole de Maputo dans votre article comme base juridique de cette justice transitionnelle. En effet, effectivement. Le protocole de Maputo, il est également appelé le protocole de la femme. Donc, c'est un protocole qui a vu le jour le 11 juillet 2003, notamment au Mozambique, parce que Maputo, c'est justement la capitale du Mozambique. Et nous le savons tous, selon des conceptions paternalistes, des conceptions traditionnalistes de l'ancien temps, les femmes étaient généralement ostracisées, elles étaient exclues des débats politiques. Donc, ce protocole de Maputo, du moins, encourage les États à ne pas mettre de côté les femmes. Et l'article 9 de ce protocole, justement, encourage, sensibilise les États à associer les femmes au débat politique. Parce qu'il n'y a pas que des hommes qui sont censés prendre des décisions pour le bon fonctionnement des États. Et surtout que la question du genre, dont certainement nous avons connaissance, fait beaucoup de débats en Afrique. Donc, ce protocole est essentiel. Il est notamment consacré à la femme. Encourager les femmes à ne pas se mettre en écart, notamment sur les débats africains. D'accord. Alors, pour aider, voilà, pour faciliter la compréhension à nos internautes qui n'iront peut-être pas rapidement lire votre article, j'essaie de ressortir les éléments qui me semblent importants de ressortir à cette étape. Parlons de l'acte constitutif de l'Union africaine. Quelle relation établissez-vous entre cet acte constitutif et la justice transitionnelle dans votre article? Très bien. Alors, la justice transitionnelle, pour une fois revenir dessus, est du champ des droits de l'homme, d'accord? Et quand on sait que, quand on parle de droits de l'homme,
on parle de la sacralité de la vie humaine. Et comme je le disais tantôt, presque tous les préambules des constitutions existentielles reconnaissent et consacrent ces droits de l'homme-là. Même la Déclaration universelle des droits de l'homme de San Francisco en 1948 accorde cette primauté à la vie humaine. Et d'ailleurs, presque tous les États africains ont ratifié, ou du moins se sont consentants quant à la primauté du droit international sur, comment dirais-je, le droit interne. D'accord? Et nous sommes tous conscients que les années 60, les années 90, même les années 2000, ont été le champ de manifestation des instabilités sociopolitiques en Afrique. Et l'Union africaine, justement, par son acte constitutif, veut se porter du moins garant, ou du moins se porte garant du respect des droits de l'homme. Donc, on ne peut pas justement parler de justice transitionnelle sans toutefois associer l'Union africaine qui est en quelque sorte l'instigatrice du moins de cette union, de cette quiétude que recherche le continent africain. Donc, le lien, il a tout son sens. Il est justement manifeste. Et l'acte constitutif, dans son article 4, consacre et reconnaît l'essence même, la nécessité de la vie humaine, le respect de la vie humaine. Et cet acte constitutif incite les États à ne pas mettre en place en évidence des actions au gré de leurs intérêts qui pourraient porter préjudice à la vie humaine. Et c'est justement cet acte constitutif qui encourage le droit à la justice de sorte à être plus manifeste. Parce que la plupart des États voulant échapper à la justice, ont constitutionnalisé l'amnistie. Alors que l'amnistie, c'est quoi? C'est justement rendre justifier des gens qui ne sont pas justifiables. D'accord? Justiciables. C'est en ce sens que l'Union africaine, l'acte constitutif, prend tout son sens. D'accord, merci beaucoup. Donc déjà, on a parcouru voilà, dans cette première partie les mécanismes de la justice transitionnelle, son cadre législatif. Une fois de plus, nos internautes qui nous écoutent sur YouTube, n'hésitez pas à aller sur notre page LinkedIn. Vous y trouverez l'article de M. Jean Kofi dans son entièreté avec tous les détails de chaque aspect de cette première partie. Et derrière, si vous avez des sollicitations, des questions, n'hésitez pas également à nous laisser un petit message. Et si vous aimez nos débats, faites-nous un petit pouce juste en bas de l'écran. Tout de suite, je vais faire un petit tour, le premier tour de prise de parole de nos experts Afrique en devenir qui sont présents. Je vais rapidement me tourner vers le docteur Koya. Docteur Koya, merci d'être avec nous. Comme moi, avec moi en tout cas sur cette chaîne, Monsieur Jean Kofi sur cette intervention concernant la justice transitionnelle. On a eu beaucoup de cas de crise en Afrique, on a eu l'évocation de cet instrument dans un cadre juridique, on va dire dans l'Union africaine, comme il a évoqué. Qu'est-ce que vous, personnellement, ça vous évoque, cette thématique de justice transitionnelle? Ok. Je vous remercie, Chamberlain. Je remercie aussi l'impétrant du jour, M. Jean Kofi, pour la présentation à la fois profonde et laconique, comme il a souhaité lui-même de présenter ce travail. Alors, pour moi, que m'évoque la justice traditionnelle? Je pense avant tout que c'est une nécessité de reconstruction post-crise. Parce qu'après la guerre, qu'elle soit un conflit armé interne ou un conflit armé international tel que le définit le droit international humanitaire, il faut bien donc qu'il puisse avoir réparation. Il faut bien que les responsabilités de la crise ou qui ont engendré la crise puissent être situées de sorte à permettre une réparation aussi proportionnelle aux dommages qu'ont subi donc les victimes de la crise. Et pour la plupart, sont des populations civiles. Donc, le principe de justice traditionnelle, c'est un principe qui est à la fois ancien, mais qui a aussi à la fois été canonisé par le droit moderne. Et donc, c'est finalement un concept dont on ne peut que se réjouir. Maintenant, de ce que nous pouvons dire, nous pouvons ajouter, c'est que les États restent souverains. Donc, les États restent souverains. C'est aux États, sur le territoire desquels surviennent les crises, de mettre en place les instances de justice traditionnelle. C'est aux États de régler parce que le principe de souveraineté veut que ce soit ainsi. Et donc, c'est l'appareil juridictionnel ou pénal ou à l'amiable, selon le système juridictionnel qu'on s'est choisi, dans le cadre donc, de cette justice traditionnelle, selon le modèle que l'État a choisi, que l'État doit mettre en œuvre chez lui la justice traditionnelle sur le territoire sur lequel il y a eu la guerre.
Maintenant, la justice internationale peut se servir justement du concept de justice transitionnelle, et on le voit aujourd'hui avec la CPI, dans le cas où l'État n'a pas voulu donner suite aux demandes des populations en interne, tout comme de la communauté internationale, pour avoir une justice transitionnelle. Dans ce cas, les instances internationales, notamment la CPI, qui est chargée de mener des enquêtes, d'organiser des procès afin de situer donc les responsabilités, peut se charger par la suite de saisir donc les autorités nationales afin d'ouvrir des enquêtes. Donc, et dans ce sens-là, finalement, ce n'est plus forcément les droits de l'homme que les gens observent. Donc, on sort carrément du cadre des droits de l'homme pour abonder dans le cadre du droit international humanitaire, qui est le droit des conflits armés. Et donc, ils sont régis par les 4 conventions de Genève, auxquelles s'ajoutent les protocoles additionnels de 1977. Le premier protocole qui s'applique aux conflits armés internationaux, parce qu'on peut aussi avoir des cas de conflits armés internationaux pour lesquels il peut y avoir des victimes. Et à la fin, comment est-ce qu'on peut justement juguler la crise par la mise en place d'une justice transitionnelle? Et ce sont donc ces textes internationaux-là qui nous en parlent. Mais dans le cas des conflits armés internes, on a aussi le protocole additionnel de 1977, protocole additionnel aux conventions de Genève, qui s'applique, lui, aux conflits armés internes. Donc, on a tout ce cadre juridique qui s'ajoute aussi au cadre juridique traditionnel des droits de l'homme pour apporter une certaine panoplie, un certain cadre théorique assez vaste qui nous permet justement de donner des éléments juridiques pour la résolution de conflits à travers la justice transitionnelle. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez évoqué des cadres juridiques complémentaires à ce que monsieur Jean Kofi a évoqué dans son article, d'où la pertinence de ces échanges, de ces débats. Je vais poursuivre avec l'intervention de monsieur Moïse Kouadio, qui est ingénieur informatique. Monsieur Kouadio, bonjour. Oui, bonjour, Chambéline. Bonjour. Alors, vous avez suivi les piliers de la justice transitionnelle. À votre niveau, qu'est-ce que cela vous évoque particulièrement? Alors, de mon côté, j'ai pu noter qu'une bonne justice transitionnelle, en tout cas, doit respecter des bases conceptuelles, à savoir le droit de savoir, si j'ai bien noté, le droit à la justice, le droit à la réparation et le droit aux garanties de non-répétition. Cependant, de ce que j'ai pu aussi noter, c'est que cette justice-là a pour finalité de garantir une paix durable, ce qui suppose de lever donc le voile sur un silence, d'accord, sur le silence qui recouvre une réalité souvent peu avouable et qui peut s'avérer très obscure et compromettante pour là où les parties qui sont en tort. Voilà. Et donc, ce que moi j'ai pu observer jusque-là, c'est que pour justement arriver à cette justice, il y a plusieurs approches qui sont développées, de ce que j'ai pu voir dans certains pays en tout cas, à savoir la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. On peut citer par exemple le cas de l'Afrique du Sud ou même la Côte d'Ivoire. Les exemples sont foisons. Et donc, on y reviendra tout à l'heure sur cette partie. Tout à fait. Et donc, et cette approche qui permettra donc véritablement d'entendre toutes les parties qui sont mises en cause et également les victimes afin justement de faire éclater la vérité. Voilà. Qui plus tard va déboucher éventuellement sur le droit à la réparation. J'ai énormément de choses à dire là-dessus, en tout cas sur le droit à la réparation, parce que nous avons quand même des exemples. Aujourd'hui, le sujet concerne l'Afrique, où nous avons pu constater avec des preuves patentes que toute la partie, en tout cas tout ce qui concerne les réparations, ne sont pas forcément respectées. Voilà, et c'est quelque chose qui me tient à cœur et dont je mettrai sur la table pour que justement le conférencier du jour puisse nous donner plus de détails. Voilà, donc pour l'instant, voici ce que j'ai pu noter des bases conceptuelles de cette justice transitionnelle et des approches qui vont être développées par la suite, à savoir la commission vérité et réconciliation, dans lequel il y aura bien sûr un cadre de dialogue pour faire éclater la vérité. Je vous remercie. D'accord.
Je vous en prie, merci à vous. Alors, je vais également passer la parole à Monsieur Jean-Paul Ajakon. Monsieur Jean-Paul Ajakon, merci d'être avec nous. L'évocation de la justice transitionnelle, ses méthodes, ses mécanismes, son institutionnalisation au sein des États africains. Alors, dites-nous quelles sont les évocations qui sont les vôtres. Je tiens d'abord à remercier le présentateur pour sa brillante présentation. Après avoir un peu vu de près les quatre piliers de la justice transitionnelle, moi, je me dis que dans le cadre des pays africains, surtout des pays d'Afrique subsaharienne, la mise en place d'une véritable justice transitionnelle, pour moi, pour qu'elle soit efficace, et je pense que l'initiative doit venir des tribunaux pénaux internationaux parce qu'au niveau interne, on n'arrivera pas à établir une véritable, je vais dire, vous pensez que les États, bien qu'ils soient souverains, en cas de crise, ne seraient pas suffisamment compétents pour eux-mêmes institutionnaliser ou initier une démarche de justice transitionnelle, d'après vous? Je pense qu'en fait, les circonstances dans lesquelles les crimes se sont perpétués ne pourront pas être établies. Donc, pour moi, le premier pilier, celui qui concerne l'établissement de la vérité, sera beaucoup remise en cause. On peut prendre un peu l'exemple de la crise en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas véritablement à établir les faits. Et on a l'impression que c'est seulement ceux qui ont été au pouvoir après la crise qui étaient en fait les victimes. Mais en réalité, je pense que dans une crise, il y a deux parties qui s'affrontent. Et lorsque deux parties s'affrontent, il y a le fait que ces deux parties-là commettent tous deux des fautes. Et dans le cas des pays africains, on a toujours l'impression que c'est la partie qui a gagné qui est en fait victime. Et donc, les réparations se font du côté de cette partie. Alors, je me dis qu'en réalité, en Afrique de l'Ouest, surtout, la justice transitionnelle, pour moi, ne peut pas être véritablement effective. D'accord, ok, c'est votre avis que nous respectons. On va revenir là-dessus sur l'effectivité de la justice transitionnelle sur les conflits ouest-africains. Vous nous en direz plus, peut-être que vous avez davantage d'éléments qui soutiennent votre thèse. J'aime bien croire que vous pouvez avoir raison. Je vais revenir avec notre expert, M. Jean Kofi. Nous poursuivons les échanges avec une deuxième partie. Alors, nous allons évoquer l'expérience et les perspectives africaines sur la pratique de la justice transitionnelle. Alors, je me réfère toujours à votre article. Vous évoquez les cas fondamentaux de mise en place de cette justice transitionnelle. Vous évoquez le Rwanda, très connu. On connaît tous l'affaire du génocide rwandais. Et dites-nous qu'est-ce que vous évoquez concrètement concernant le Rwanda? Pourquoi avez-vous choisi ce cas-là spécifiquement pour étayer? D'accord. Je remercie les différents intervenants qui ont donné un coup de boost à cette interview, à cet entretien. Alors, pourquoi est-ce que j'ai évoqué le Rwanda? Pourquoi est-ce que j'ai parlé de cas fondamentaux et de processus émergents? Il est vrai qu'il n'y a pas de justice transitionnelle absolue, d'accord? Parce qu'il est humainement impossible d'établir la vérité telle qu'elle est, d'accord? Néanmoins, quand je parle de cas fondamentaux, ce sont des pays qui tendent vers cette perfection-là, d'accord? Qui ont réussi tout de même à mettre en place des mécanismes assez substantiels pour établir la vérité, une vérité qui peut être relative, ça dépend du point de vue de chacun, mais qui me semble tout de même avancée, contrairement à d'autres États dont nous avons parlé tout à l'heure, la Côte d'Ivoire qui n'arrive pas à établir une commission de vérité, réconciliation, du fait que c'est la justice des vainqueurs qui est pratiquée, du fait que l'un des protagonistes est encore au pouvoir, donc il est vraiment délicat de parler de transparence, de justice transitionnelle. D'accord? Par contre, le Rwanda a tout de même mis en place pas mal de mécanismes
qui permettent de relater les faits et de responsabiliser les différents auteurs. Quels sont les mécanismes qui ont été mis en place par le Rwanda justement? D'accord, très bien. Déjà, le conflit rwandais, en 1994, il y a eu cet attentat contre l'avion du président rwandais, Juvenal Habyarimana. Et dans cet avion, il y avait également le président de la République du Burundi. D'accord? À la suite de cela, il y a eu le massacre massif des Tutsis par les Hutus. Et justement, le Rwanda avait saisi les Nations Unies qui ont mis en place un tribunal pénal international pour le Rwanda. Et ce tribunal a rendu plus de 800, enfin pas 800, a rendu beaucoup de décisions. Il y a eu des commanditaires qui ont été arrêtés. Et tout à l'heure, Dr Prince évoquait un aspect très important, notamment la souveraineté des États. D'accord? En droit international, les États sont souverains et cette souveraineté suppose qu'ils ne sont inféodés à aucune structure quelconque. D'accord? Et donc, il revient à ces États de mettre en place des mécanismes juridiques, des mécanismes pénaux nationaux pour pouvoir résoudre ou du moins se juger de ces cas-là. Et c'est en ce sens que les Nations Unies ont encouragé le Rwanda à gérer, entre guillemets, leurs problèmes, d'accord? Quand bien même que cette communauté internationale a mis en place des mécanismes, le Rwanda aussi, par les recommandations des Nations Unies, ont mis en place plusieurs mécanismes qu'on appelle des tribunaux gacaca, d'accord? Alors, gacaca signifie, dans le jargon rwandais, règlement des différends à l'amiable. C'est un peu ce qu'on appelle communément en Afrique noire l'arbre à palabre. Lorsqu'on a un litige, on essaie de le régler entre nous pour ne pas inclure, pour ne pas ingérer certaines instances quelconques. Donc, le Rwanda a mis en place plusieurs mécanismes comme ça, les tribunaux nationaux, les tribunaux gacaca. Il y a eu des commissions de sages, des commissions des anciens qui ont permis tout de même d'élucider pas mal de faits. D'accord? Il est vrai que toute la vérité n'a pas été faite. Il est vrai qu'il y a eu cette pratique de la justice des vainqueurs parce que Paul Kagame, qui est actuellement le président, était l'un des instigateurs de cette crise. Et récemment, il y avait une poursuite contre l'un de ses proches, contre l'un de ses suppôts, de ses partisans, qui a été rendu caduc, qui a été rendu nul par la cour d'appel de Paris, après 25 années d'investigation. Donc, il y a toujours cette vérité relative-là, mais il faut reconnaître quand même que le Rwanda a pu responsabiliser pas mal d'auteurs de ces violations. C'est en ce sens qu'il constitue pour moi un processus fondamental, un cas fondamental. Il y a eu pas mal de réparations qui ont été entreprises. Il y a eu, aujourd'hui, nous savons tous ce qu'est le Rwanda. Des mesures juridiques, des mesures structurelles ont été mises en place pour ne pas permettre la résurgence de ce phénomène-là. Donc, pour moi, c'est un processus assez essentiel. D'accord, ok. Alors, donc, ce que je voudrais dire en quelques mots, Monsieur Jean-Paul Ajakon, tout à l'heure, dans son intervention, il a estimé que les États ne pouvaient pas être suffisamment impartials pour mettre en place eux-mêmes une justice transitionnelle en cas de conflit, sachant effectivement qu'on parlait sur le principe que la théorie du vainqueur serait la théorie dominante. Il évoquait le cas de la Côte d'Ivoire. À mon sens, ce que vous dites, ça m'évoque un peu ces propos qui peuvent dans une certaine mesure se vérifier. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ce Gachacha qui a réussi à stabiliser le Rwanda, ou alors vous pensez qu'il y a eu des médiations internationales, notamment de la part de l'ONU, de l'Union africaine, pour arriver à véritablement construire cette justice transitionnelle au Rwanda? Très bien. Alors, je suis d'avis avec M. Ajakon parce que tout à l'heure, il a évoqué le fait que les conflits naissent de protagonistes, d'accord? Et justement, pour relater la vérité, pour établir les faits, il faudra de la transparence, d'accord? Et mon père me le disait, c'est un adage en Afrique, qui indexera son visage avec son pouce gauche? C'est une manière de dire qu'on ne peut pas proférer des insultes à l'égard de sa personne, d'accord? Qui enverrait volontiers son fils ou l'un des membres de sa famille en prison sous prétexte qu'il a commis un crime, il a commis une exaction? Donc, la vérité qui est établie, elle est relative, elle est partielle. Et justement, je pense qu'il faut la médiation des instances internationales parce qu'elle constitue en quelque sorte une neutralité, d'accord? Maintenant, là où je pense que les États
peuvent tout de même atteindre cet idéal, c'est le modèle chilien, parce que la justice transitionnelle ne concerne pas seulement l'Afrique. Il y a eu l'Europe, il y a eu l'Asie, il y a également l'Amérique latine. L'Amérique latine représente un idéal de justice transitionnelle, mais pour cela, il faudra une partie neutre, d'accord? Parce que lorsque l'un des protagonistes est au pouvoir, évidemment, les vérités seront biaisées, les investigations seront biaisées, elles seront fausses, elles seront faussées. Parce que le chef de file ne peut pas s'indexer lui-même, il ne peut pas se culpabiliser lui-même, il ne peut pas se dire ouvertement, je suis l'un des responsables, envoyez-moi dans une telle prison, dans une telle situation, d'accord? Et en Amérique latine, prenons le cas du Chili. Le Chili est un modèle essentiel de justice transitionnelle. En 1970, le général Augusto Pinochet a été nommé général par le président Salvador Allende. Et il a encouragé ce coup d'État qui a eu lieu en septembre 1973. Et nous avons tous à la mémoire, à l'esprit, les chars de bombes qui s'abattaient constamment sur le palais présidentiel chilien, le palais de la Moneda, qui a d'ailleurs occasionné la mort du président Salvador Allende. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a promis cette transversalité dans les rapports sociaux chiliens. Sauf que nous avons vu manifestement cette justice des vainqueurs avec le docteur Areña qui éliminait systématiquement tous les protagonistes, toutes les personnes qui n'étaient pas de son bord. Donc, pour ainsi dire que lorsqu'une partie politique est au pouvoir, évidemment, la vérité ne sera pas exacte, d'accord? La vérité sera circonstancielle. Elle sera en quelque sorte biaisée. Il a fallu que Michel Barthelé vienne au pouvoir, qui n'était ni du parti de Allende, ni du parti de Augusto, pour rétablir la vérité. Donc, pour que les tribunaux nationaux, pour que les États puissent justement clarifier et rendre les choses de manière conforme, il faut en quelque sorte des principes moraux transcendantaux, des principes moraux qui naissent de la réification, qui ne nécessitent pas une certaine subjectivité, mais plutôt une objectivité. Donc, c'est possible qu'on atteigne cet idéal de justice transitionnelle à condition qu'il y ait une partie neutre au pouvoir, qui n'a pas d'acquaintance avec l'un des protagonistes. Et c'est en ce sens, étant donné qu'en Afrique, ce n'est pas évident parce que, on le sait tous, les faits le démontrent, les faits le prouvent. Ce n'est pas évident d'atteindre cet idéal tant que l'un des protagonistes est au pouvoir. Et je peux même dire que c'est ce qui incite certains chefs d'État à se pérenniser au pouvoir, de sorte qu'à l'issue de leur mandat, s'ils ne sont plus présidents, on puisse intenter des actions pénales contre elles, contre ces personnalités-là. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette situation. D'accord, merci beaucoup pour cette intervention. J'ai évoqué davantage voilà, de questions sur le Rwanda parce que voilà, le Rwanda a suscité beaucoup de débats sur la mise en place de cette justice transitionnelle, les processus de réconciliation. Voilà, je vous remercie pour ce cas-là. Donc, suite à cette partie, nous allons partir à une seconde évocation dans votre article, un second pays que vous mentionnez. Alors, dans votre article également, Monsieur Jean Kofi, vous évoquez le cas de la Mozambique. La Mozambique, voilà, qui a aussi connu voilà, cette justice transitionnelle, mais vous avez élaboré une spécificité particulière dans leur méthode de mise en place de cette justice transitionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce cas-là? D'accord. Alors, comme on le disait tantôt au début, la justice repose sur 4 piliers, d'accord? La justice transitionnelle, elle repose sur 4 piliers. Et notamment, l'application, la prise en considération de ces 4 piliers peut rendre exhaustif l'idée même de justice transitionnelle. Cependant, il y a eu des États qui ont carrément occulté certains piliers en se référant à un seul pilier qui est justement la garantie de non-répétition. Et c'est le cas du Mozambique. Le Mozambique a connu plusieurs insurrections, plusieurs instabilités sociopolitiques. On peut citer celle de 1962, 65, 79 jusqu'en 1992, d'accord? Et il était question, après la transition en 92, il était question de relater les faits, d'accord? De faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Mais le gouvernement mozambicain, à l'époque, a estimé judicieux de ne même pas se référer à tout ce qui est passé. Le passé, c'est le passé, tournons-nous vers l'avenir. Et des démarches ont été entreprises de sorte à oublier carrément toutes ces exactions, toutes ces violations massives des droits de l'homme. Donc, c'est une démarche dans laquelle s'est inscrit le gouvernement mozambicain et la population a adhéré, même si pour certaines personnes, ça ne représente pas un idéal, mais c'est une forme aussi de justice transitionnelle.
dans la mesure où le peuple était consentant. Donc, tous les criminels de guerre, tous les protagonistes, toutes les personnes qui ont de près ou de loin contribué à la violation massive des droits de l'homme ont été absous. Donc, c'est justement la particularité du Mozambique. Il n'y a pas eu de tribunal pénal quelconque, il n'y a pas eu de commission de vérité et de réconciliation quelconque, mais plusieurs démarches ont été entreprises pour favoriser, pour encourager la réconciliation nationale. Et nous avons aussi le Ghana qui a une autre approche, d'accord? Parce que généralement, lorsqu'un État passe d'un état de guerre à un état de paix, les quelques années qui suivent, les 2 ou 3 années, il est question de mettre en place des comités, des commissions de vérité et des commissions d'enquête. Mais le Ghana a patienté 10 années, voire même 15 années plus tard, avant de mettre en place ces commissions de vérité. C'est lorsque John Kufuor est arrivé au pouvoir que ces démarches ont été entreprises. Donc, le Ghana ne s'est pas non plus inscrit dans une démarche qui consistait à traquer les protagonistes, les auteurs des violations, mais plutôt à réparer les préjudices subis. Parce que le Ghana voulait absolument construire cet état de droit, atteindre cet idéal de démocratie. Et aujourd'hui, on peut citer le Ghana comme un idéal de démocratie en Afrique, généralement en Afrique de l'Ouest. Donc, ce sont des exemples de justice transitionnelle en Afrique et c'est pour ça que je les ai mis dans le cas des processus fondamentaux. Parce que ça ne remet pas en cause, mais ça met en évidence plusieurs modèles que chaque État pourrait appliquer selon ses dispositions. Voilà un peu ce que je dis sur le cas du Mozambique et du Ghana. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kofi. Moi j'ai envie, avant de faire le tour de parole avec nos experts qui sont avec nous pour échanger justement sur la question, j'ai envie de vous demander une question transitionnelle comme ça. Finalement, la justice transitionnelle, son objectif majeur, c'est rétablir la vérité ou c'est rétablir la paix, ou alors c'est rétablir la paix et la vérité. Quel est le prisme majeur de cette justice transitionnelle quand elle est mise en œuvre d'après vous? Très bien. Alors, son essence, c'est justement permettre à un État, d'accord, de vivre en quiétude, de permettre à un État de faire, comment dirais-je, la lumière sur tout ce qui s'est passé. Raison pour laquelle le premier pilier, les piliers n'ont pas été disposés de manière hasardeuse, de manière fortuite, d'accord? Ils ont été disposés, ces piliers du moins, ont été disposés selon un ordre de priorité. Maintenant, les États sont souverains, comme Dr Prince l'a dit, ils font de ce qu'ils veulent de ces piliers, d'accord? Et on ne peut pas justement demander pardon sans toutefois qu'il y ait la lumière, sans toutefois qu'il y ait une relatation des faits. Donc, pour moi, c'est essentiel de mettre en place une commission de vérité et de réconciliation. Parce que c'est sur cette base-là qu'on pourra justement demander pardon. Et si on doit demander pardon, à qui est-ce qu'on va demander pardon s'il n'y a pas une commission de vérité? Si on doit justement réparer les préjudices subis, qui sont les victimes? Qui sont les commanditaires? Sur quoi est-ce qu'on se base pour définir les victimes? Et ça me rappelle un peu le cas du Chili. En 1973, lorsque Pinochet est arrivé au pouvoir, Augusto Pinochet, il a mis en place une commission factice de vérité et de réconciliation. Et qui sont les personnes qui se sont déclarées victimes? Ce sont les membres de son parti. Vous voyez? Et en Argentine, avec celui qu'on appelle affectivement ou communément le sorcier, José Miguel Aranguis, qui était le ministre du bien-être social entre 1970 et 1973, lorsque Isabelita était la présidente de l'Argentine. Et justement, il avait mis en place des mécanismes qui semaient la terreur en Argentine dans les années 1960-1974. Il a également mis en place une commission qui comprenait des membres de sa guérilla. Donc, ce n'est pas l'idéal. Il faut justement qu'il y ait la vérité qui soit faite sur ces situations-là. Donc, tant que la vérité n'est pas rétablie, on ne peut pas indemniser les victimes. On ne peut pas prendre des mesures pour endiguer, justement, ou du moins pour prévenir la rémanence de ces fléaux. Parce qu'il faut connaître les causes endogènes et exogènes. Qu'est-ce qui a généré cette violation massive des droits de l'homme? Ça peut être des questions politiques, des questions sociales, des questions de frustration. Donc, il faudrait que la lumière soit faite sur toutes ces circonstances qui ont généré cette violation massive des droits de l'homme avant d'entreprendre toute autre action. Donc, on combine les deux, la quête de la vérité, la quête de la justice aussi. D'accord, ok. Alors moi, quand je vous écoute justement sur la combinaison des deux, sur
on ressent tout de même que lorsque l'État gagnant initie la démarche de justice transitionnelle, ça pose un problème. Ça pose un problème au niveau de la véracité de ce qui est finalement débattu au cours de ces échanges. Ça me ramène vers notre expert, M. Jean-Paul Ajakon, qui nous évoquait tout à l'heure que, voilà, pour lui, il pense que cette question de partialité fait que les États eux-mêmes ne devraient pas mettre en place la justice transitionnelle, mais qu'une institution internationale devrait se charger de mettre en place une justice transitionnelle en Afrique. Monsieur Jean-Paul Ajakon, je vais donc vous ouvrir le débat sur cette deuxième dernière phase de nos échanges. La justice transitionnelle, d'après vous, instrument de vérité, instrument de paix ou alors instrument du pouvoir, on va dire comme ça? En fait, la justice transitionnelle peut être un instrument de vérité, elle peut être aussi un instrument de pouvoir et elle peut être aussi un instrument de conflit après. Parce que au lieu de mettre en place la paix, elle pourrait même créer un conflit. Parce que au départ, on pourra atteindre une paix pas durable en fonction des institutions qui ont mis en place cette justice transitionnelle. Donc, pour qu'il y ait une très bonne justice transitionnelle, il faut tenir compte de la nature même de la crise. Si c'est une crise sociale, on peut faire fi de tout et utiliser le dernier pilier qui est la garantie de non-répétition et amener la population à faire table rase du passé. Maintenant, si c'est une crise qui nécessite que les acteurs soient punis, on peut au niveau national amener la population à se réconcilier et pour ce qui est de la répression, confier la tâche aux tribunaux pénaux internationaux. Parce qu'au niveau interne, si on veut faire une certaine répression, cela créerait d'autres problèmes. Parce que je ne pense pas que dans un État, surtout dans le cas des États africains, qu'une autorité qui aujourd'hui détient la puissance publique accepterait d'être sanctionnée pour un conflit qui, au final, l'a mené au pouvoir. Donc, on peut, pour ce qui est de la répression, confier la tâche aux tribunaux internationaux qui, eux, seront partiels dans le traitement des dossiers. Et au niveau interne, utiliser le dernier pilier et de cette sorte à créer une paix durable. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je vais continuer le retour de prise de parole avec le docteur Koya sur la mise en place de cette justice transitionnelle, des cas fondamentaux évoqués, le cas du Rwanda, le cas du Mozambique et le cas du Ghana, me semble-t-il. Mais je vais revenir avec vous, docteur Koya, sur le cas du Mozambique. Une initiative qui veut qu'on fasse table rase du passé et qu'on aille sur de nouvelles bases. Au regard des piliers fondamentaux de la justice transitionnelle, peut-on dire que est-ce vraiment un cas de justice transitionnelle ou alors un cas de dictature? Parce que quelque part, on ignore les fresques du passé et on se concentre sur un nouveau départ. Est-ce réellement, pour le cas du Mozambique, est-ce que ça vous évoque réellement une justice transitionnelle modèle, en tout cas au regard des 4 piliers voilà, de cette justice? Ok. Alors, pour vous répondre, je vais aussi vous poser une question à laquelle je vais répondre. C'est en réalité, quels sont les indicateurs par lesquels on arrive à évaluer l'efficacité et le caractère opérant d'une politique de justice transitionnelle. Au final, on a un pays comme le Mozambique, effectivement, qui a adopté donc, la technique de la table rase et donc qui a obtenu la stabilité qu'elle connaît aujourd'hui. On a aussi l'Afrique du Sud qui n'a pas été beaucoup citée, bien que l'indépendance sud-africaine n'ait pas découlé d'une guerre civile, mais en réalité, l'apartheid, c'était une guerre de race, une guerre de discrimination. Il y a aussi avec Desmond Tutu à la tête, donc une commission aussi vérité, qui a appliqué cela
On a vu que ça présentait des avantages, mais aussi des inconvénients parce que de grosses concessions ont été faites aux Blancs et qui persistent, qui continuent aujourd'hui à consacrer la domination blanche sur la minorité blanche sur la majorité noire. On a le cas du Ghana, on a le cas de la Côte d'Ivoire. Pourquoi j'ai posé cette question tout à l'heure? En Côte d'Ivoire, on a par exemple respecté, on va dire les 4 piliers. On a suivi, pas respecté, mais on a suivi les 4 piliers. Vérité, répression, réparation, tout a été fait. Mais en réalité, la réconciliation n'est pas arrivée. Au point où nous craignons justement la résurgence de crise à l'orée donc de l'élection présidentielle qui arrive. Donc on a l'impression qu'il n'y a eu aucune initiative en termes de réconciliation, de cohésion nationale aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous voyez, alors que les 4 principes ont dit être respectés. Donc il faut savoir qu'il y a la proclamation de ces principes et la manière donc de les observer. Si au Mozambique, la table rase a permis qu'il y ait cette stabilité aujourd'hui depuis le début des années 80, alors c'était certainement la bonne méthode parce qu'en fin de compte, l'archi traditionnelle vise à constituer ce qu'on appelle la nation, qui est différent de l'État, qui est une conscience de vouloir vivre ensemble, une conscience de communauté qui nous fait dire « Ah oui, il y a eu 1 million de morts au Rwanda, on ne veut plus de ça. » Même si les Hutus sont majoritaires, on préfère encore qu'un Tutsi nous dirige. En fait, là, on est maintenant dans les conséquences collectives ou de la mémoire collective de ce qu'on a pu retenir comme conséquence d'une crise. Donc, un peuple peut décider effectivement qui va avoir réparation ou qui va tout simplement table rase de ce qui a été. Mais toujours est-il que le résultat, c'est d'aboutir à une stabilité. Or, si la stabilité c'est certainement parce que les gens ont pardonné. S'il n'y a pas de stabilité, ça veut dire que les piliers ont peut-être été mis en œuvre, mais ils n'ont pas été respectés. On peut les mettre en œuvre sans les respecter. Et donc se pose la question de la sincérité, la manière dont on met ces principes en place. Et je vais finir par dire, bon, j'ai mes frères, mes amis qui ont parlé et qui ont dit pour certains, il fallait confier la justice traditionnelle pour qu'elle soit efficace à des institutions internationales, par répétition. Il y en a d'autres qui disent au nom de la souveraineté, il faut que ce soit les États. En réalité, ça doit être les États, en réalité. Et j'ai entendu le cas du Chili tout à l'heure, mais ce qu'on oublie, c'est que les partis qui ont fait la guerre, c'est le cas de Salvador Allende et de l'autre côté, le parti de Pinochet. Bachelet n'était pas encore au pouvoir. Qui allait mettre la justice en place? Il faut savoir que c'est toujours le camp des vainqueurs qui met la justice en place. Le Conseil de sécurité des Nations Unies avec les membres permanents a été créé par les nations alliées vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce sont eux qui sont arrogés le droit de la permanence au CSNU. Et c'est comme ça dans toutes les crises. Pour voir une partie tierce à la crise accéder au pouvoir pour enfin mettre une justice, il faut attendre plusieurs années. Alors que dès que la crise finit, c'est toujours le camp vainqueur qui se met là. Donc la vraie solution n'est pas tant la justice internationale, parce que même la justice internationale ne s'auto-saisit pas. Il faut toujours que l'État manifeste des insuffisances pour que le Conseil de sécurité se saisisse. Même dans le cas de la Libye, du Kenya et du Soudan, si Omar el-Béchir est poursuivi, si, comment il s'appelle, le président Kenyatta a été poursuivi, et si l'autre, les enfants de Kadhafi ont été poursuivis, c'est parce qu'il n'y avait plus d'État à même de mener des poursuites en interne que le CSNU a demandé à la CPI de poursuivre ces personnes. Donc, il ne faut pas oublier cela. Et donc, comme je le dis, vous allez me dire, mais comment est-ce que donc les États peuvent le faire? C'est le principe de l'État de droit qui doit être appliqué. L'état des droits signifie que tous les individus sur un même territoire ont les mêmes droits et doivent jouir des mêmes prérogatives. Ce qui signifie par conséquent qu'il y a une séparation des pouvoirs. C'est aussi un principe de l'état des droits. Et s'il y a une séparation des pouvoirs, ça veut dire qu'il y a une justice qui doit être indépendante. Il faut qu'on commence à abonder dans ce sens. Sinon, on n'y aura jamais. Si la justice est indépendante, en ce moment, d'elle peut découler une commission vérité, réconciliation qui est vraiment impartiale, et à qui on va donner tous les moyens de mettre en œuvre cette commission vérité et réconciliation. Parce que, comme je le disais la dernière fois dans mon entrevue avec Jean, et je termine par là, sans vérité, sans le premier pilier, tout le processus est biaisé. Parce que ce n'est pas la vérité que les victimes ou même les bourreaux sont affranchis de cette culpabilité émotionnelle ou de ces préjudices pour les victimes qu'ils ont subis. Quand la vérité est faite, on n'a même pas besoin souvent de réparation. On a souvent besoin que de vérité. Mais si elle n'est pas, tout le reste du processus est folklorique. On va réprimer les fausses victimes ou les faux bourreaux parce que la vérité n'a pas été. On va demander au faux bourreau de ne pas reprendre alors qu'il n'a pas été bourreau en réalité, il a été victime. On lui dit de ne pas reprendre ce qu'il n'a jamais fait. Donc vous comprenez que si le premier pilier n'est pas
les autres piliers ne pourront pas. Mais qui peut aider à ce que le premier pilier soit réalisé? Ce sont les gouvernements nationaux avec une justice indépendante et donc sous la question de l'état de droit en réalité. Donc, c'est une question assez vaste. D'accord, merci beaucoup, Dr Koya. Je passe la parole à présent à M. Moïse Kouadio sur l'efficacité, M. Kouadio, de cette justice transitionnelle en Afrique au regard des cas qui ont été évoqués. Pensez-vous que sa mise en œuvre aujourd'hui soit réellement efficace dans la gestion des post-crises? Alors, pour répondre à votre question, je vais rebondir sur la dernière phrase du docteur Koya en ce qui concerne la vérité. Je pense qu'aujourd'hui, en Afrique en tout cas, et dans toutes les crises qui ont pu par le passé surgir ça et là, la vérité n'a pas toujours été établie. D'accord? Parce que qui dit vérité dit mise à nu, d'accord, de tous les méfaits de chaque partie. Et malheureusement, c'est la justice des vainqueurs qui s'applique tous les jours. Et donc, moi, je peux comprendre que cela puisse être frustrant, comme l'évoquait tout à l'heure M. Jean-Paul Adjacon. Les victimes, pour moi, et leurs familles ont le droit d'ailleurs de se faire entendre et donner des réponses, ont le droit de réclamer des réponses à leurs questions, à leurs interrogations, afin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, donc, pour moi, la vérité doit être dite. En deux, les acteurs des crimes des deux parties, pour moi, doivent être poursuivis. Mais comment peut-on poursuivre quelqu'un qui a l'appareil judiciaire? Ça aussi, c'est une question. Admettons que la vérité est dite. Admettons, ce qui est très rare d'ailleurs. Admettons que la vérité soit dite. Comment voudrez-vous que le parti au pouvoir, d'accord, qui dispose de l'appareil effectivement judiciaire, qui faisait partie intégrante même du conflit au moment où cela se déroulait, puisse s'auto-incriminer? Donc, pour moi, c'est impossible. La justice est de facto biaisée. D'accord? Tout à fait. Et c'est pour cela que moi, tout à l'heure, dans mon introduction, quand je prenais la parole, j'ai plutôt abondé dans le sens des réparations. Nous savons que la vérité, il faut être honnête, ne sera jamais dite clairement, ne sera jamais établie clairement. La justice ne sera pas faite clairement, parce que même aujourd'hui, on peut même encore contester, d'accord, la justice internationale, parce que la justice internationale est établie par qui? Elle est établie par les vainqueurs. Transposer, comme on appelle ça, les affaires devant même des juridictions internationales pour ouvrir une petite lucarne sur ce que disait M. Adjacon. J'ai encore, je le dis, j'ai encore un doute même que cette justice-là soit partiale, quand on sait que chaque pays à l'international a ses intérêts. Voilà, ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. Donc, pour moi, la vérité, elle n'a jamais été dite, clairement en tout cas. La justice, pour moi, elle est contestable, parce que les auteurs des crimes, d'accord, qui justement même sont identifiés clairement, ne sont pas poursuivis. En tout cas, pas dans la totalité. Voilà, les vainqueurs auront toujours tendance à poursuivre ceux qui ont perdu, hein, voilà, en même souvent leur exigeant des réparations. Alors que la réparation doit être dans les deux cas. Bon, ok, donc j'abonde directement dans le sens des réparations. De quoi il s'agit? Pour moi, toutes les victimes doivent être indemnisées. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les réparations vont seulement, enfin, les personnes qui sont indemnisées sont justement les victimes du parti au pouvoir. Comment voudriez-vous avoir une vraie réconciliation, malgré tous les milliards que vous avez dépensés pour mettre en place une commission, d'accord? Comment voudriez-vous avoir une paix durable, une vraie réconciliation, si seulement une seule partie des victimes est indemnisée? À un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. D'accord? Un conflit oppose deux parties. Une partie est au pouvoir, elle indemnise que... Là, vous faites référence à quel cas de figure précisément? Mais il y a plusieurs cas de figure, il ne faut pas se leurrer. Il y a l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, nous avons une minorité qui dispose de tout le pouvoir économique. D'accord? Pour moi, ça, c'est un problème. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on sait ce qui se passe. Il ne faut pas non plus faire la langue de bois. D'accord? Nous sommes dans une démarche scientifique. Il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont.
moi, je dis, j'insiste, il faut que les réparations, même si les responsables, d'accord, au pouvoir qui disposent de la puissance publique, ne sont pas capables de dire la vérité, même si ces personnes ne sont pas capables d'établir une justice, d'accord, en poursuivant concrètement les auteurs des crimes qui sont identifiés, d'accord, au moins qu'ils aient au moins la décence, d'accord, de réparer, d'apporter une aide à la mesure, d'accord, de ce qui a été causé comme dommage chez les victimes. Cela permettra un tant soit peu d'équilibrer les choses. Voilà. N'oublions pas un fait. Aujourd'hui, avec l'avènement de la technologie, ce que vous ne savez pas, c'est que tout le monde est capable de se faire entendre. Tout le monde est capable de se faire entendre. Nous voyons, hein, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire, et même pour le cas du Togo, ce qui s'est passé au Togo, c'est aussi un cas. Il y avait plusieurs personnes, d'accord, qui prenaient la parole sur les réseaux sociaux et qui mettaient même la pression sur le pouvoir en place pour justement se faire indemniser. Donc, il ne faut pas rigoler. Les réparations doivent être, comment on appelle ça, elles doivent être faites, d'accord, pour tout le monde. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les réparations. Et ensuite, il faut justement garantir la non-répétition de ce qui s'est passé, en tirant les leçons du passé. Donc, il faut tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de futures violations des droits humains. Parce qu'on ne peut pas réparer d'un côté et encore en cachette, brimer encore les parties qui sont réparées. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube, par exemple, de plusieurs élections en Afrique. Qu'est-ce qui nous dit que même s'il y a eu des réparations, il n'y aura pas encore des camps qui vont s'affronter? Qu'est-ce qui nous le dit aujourd'hui? En tout cas, moi, je suis pessimiste, hein, clairement, sur cette partie-là, en tout cas, en ce qui concerne les garanties de non-répétition, qui font partie des piliers de la justice traditionnelle, qui ne sont toujours pas respectés. Et pour moi, je le dis très clairement, je pense que la justice traditionnelle, dans son architecture globale, doit être repensée. D'accord, pour que les choses soient traitées de façon partiale et de façon équitable. Merci beaucoup. Je vais également prendre quelques mots sur votre mot de fin, sur la capacité africaine à se doter des instruments juridiques indépendants au sein du continent africain pour gérer les crises, afin qu'elles ne soient plus forcément gérées au-delà de la sphère africaine. Peut-être que ça pose la question aussi de la compétence de l'Union africaine en la matière. Alors, je vais laisser M. Jean Kofi, compte tenu du temps qui nous est imparti, vous allez juste nous faire votre mot de fin sur la question. Et je rappelle pour nos internautes que vous avez la possibilité de lire cet article sur notre page LinkedIn, et également d'écouter cet enregistrement sur notre page YouTube. Monsieur Jean. Très bien. Oui, très bien. Alors, je remercie les différents intervenants qui ont évoqué des aspects très intéressants, très enrichissants pour l'essence même de ce débat. Effectivement, tout ce qui a été évoqué par M. Moïse, par Dr Prince, par M. Jean-Paul Adjacon, sont des idées à prendre en considération. Et je crois que dans l'un des avis émis par le Conseil des sages de l'Union africaine, pourquoi est-ce qu'on ne tendrait pas vers cette Cour pénale internationale africaine, de sorte à laver le linge sale en famille? Donc, c'est une possibilité et c'est d'ailleurs inscrit même dans la politique de justice traditionnelle de l'Union africaine. Donc, peut-être que dans la suite des temps, nous verrons cette Cour à l'œuvre, mais pour l'instant, ce n'est pas évident. Ce que je peux dire, c'est que, pour conclure justement mes propos, pour atteindre cet idéal de justice traditionnelle en Afrique, il faudra non seulement mettre en évidence, mettre en amont des principes moraux, c'est-à-dire quoi? Mettre de côté nos intérêts personnels, penser d'abord la nation, d'accord? Parce que l'État, c'est justement la population présente, alors que la nation prend en considération la population passée, présente et à venir, d'accord? Donc, on doit plus penser nation plutôt qu'État. Et si nous sommes dans cette démarche de nation, on mettra tout en œuvre pour que nos enfants, nos héritiers puissent vivre dans une atmosphère d'osmose. Et c'est justement ce que les différents gouvernements doivent prendre en considération. Et surtout, si j'ai une proposition à faire, c'est d'opter pour le modèle chilien qui
il est vrai que la justice transitionnelle est impulsée par le protagoniste au pouvoir, parce qu'il faut justement instituer ce genre de choses. Mais elle ne sera effective que par une personne neutre, par un parti neutre. Une partie qui n'est ni un protagoniste, ni quelqu'un qui a des intentions malveillantes. Et c'est ce que Michelle Bachelet a fait, et c'est ce qui a permis même au Chili d'aller de l'avant. En Argentine, effectivement, ça a été le cas. Lorsque les grands-mères, c'est ce qu'on appelle la place de las abuelitas, la place des grands-mères, elles ont œuvré beaucoup, elles ont mis en place des moyens pour pouvoir justement faire la vérité sur ces choses-là. Mais tant qu'il n'y a pas de transparence, tant qu'il n'y a pas un parti transparent et impartial, il n'y aura pas justement de justice transitionnelle, à moins que le protagoniste au pouvoir se déclare lui-même, s'autoproclame, comment dirais-je, responsable de ces invectives, de ces violations massives des droits de l'homme. Donc, pour faire plus simple, c'est tout un chantier qui va relever du principe de la bonne gouvernance. Il revient aux États de trouver les moyens assez substantiels, subséquents, pour atteindre au mieux cet idéal de justice transitionnelle. Et j'ai pas mal d'ouvrages à vous recommander. D'ailleurs, pour les personnes qui pourront lire l'article, verront en quelque sorte une bibliographie assez intéressante en matière de propositions, de recommandations pour atteindre cet idéal de justice transitionnelle. Voilà. Donc, en Afrique, le chantier est encore vaste, mais je pense qu'avec les générations à venir, avec ce décloisonnement de mentalité, on pourra atteindre cet idéal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Jean Kofi. Le chantier reste vaste en Afrique. C'est la raison de ces débats, des débats de la jeunesse africaine. Nous débattons justement pour construire ce chantier africain. Nous essayons d'apporter des solutions avec vous dans ces débats. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos remarques. Nous en avons besoin pour améliorer le travail que nous faisons. Et si vous souhaitez participer à nos débats, vous êtes également les bienvenus. Vous nous laissez un petit commentaire, un petit message sur notre page LinkedIn. Pour les prochaines fois, je vous invite très bientôt à lire l'article de M. Jean Kofi, qui, je rappelle, est PhD candidate à l'université de Mohamed V, qui réside au Maroc. Il est également le représentant local de la structure qui anime ces débats Afrique en devenir. Merci en tout cas de nous avoir écoutés et très bonne fin de journée ou de soirée, selon l'heure à laquelle vous suivez notre débat. Au revoir.